Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier live organisé par Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles, une émission que nous avons baptisée Le sens du terrain pour répondre à vos besoins qui reviennent du terrain et aux préoccupations des dirigeants et des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, un sujet d'actualité, celui du financement du cycle d'exploitation. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons 4 invités à nos côtés. Donc effectivement, le contexte économique est exigeant. Beaucoup de PME et d'entreprises font face à la même équation, moins de visibilité, plus d'incertitudes et des décalages qui se créent entre les encaissements et les décaissements. Dès lors, comment faire ? Au programme de notre live, comment gérer les tensions de trésorerie, comment adapter ces lignes de crédit à la réalité de son activité. Et au-delà des financements, comment une banque peut-elle vous accompagner avec des solutions très concrètes ? Avant de vous présenter nos invités, je vous rappelle rapidement les règles du jeu. Cette émission se déroule en live. Donc, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en nous posant vos questions directement dans le chat. Nous y répondrons à la fin de l'émission. Également, pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pourrez bénéficier d'un diagnostic flash de votre cycle d'exploitation réalisé par nos experts d'Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles. Pour ce faire, vous pouvez d'ores et déjà vous manifester dans le chat et nous prendrons contact avec vous postérieurement à cette émission. Merci beaucoup. Donc, je suis ravie d'accueillir avec moi aujourd'hui en plateau Madame Amalia Festa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente directrice générale de Nani Industries. Oui. Bienvenue et merci de nous faire l'honneur de participer à cette émission. À vos côtés, Fabien Martineau. Bonjour. Vous êtes le directeur administratif et financier. Bonjour Séverine. Merci d'être à nos côtés également. Delphine, bonjour. Tu es la directrice du marché des entreprises d'Arkea Banque. Merci. Bonjour Séverine. Merci à toi. Et Sabrina, tu es l'experte du cycle d'exploitation d'Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles. Bonjour Séverine. Merci à tous les cas de votre présence. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec Delphine. Ta vision de banquière, Delphine, sur ces problématiques que rencontrent aujourd'hui les ETI et les PME, et notamment depuis 4 ou 5 ans, qu'est-ce que tu remarques en tant que banquière spécialisée de l'entreprise ? Ce que je remarque, c'est que déjà, il y a un enjeu clé, c'est anticiper pour ne pas subir tous les sujets de cycle d'exploitation dans un contexte, c'est vrai, qui a beaucoup changé depuis 2020. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 2020. Évidemment, il y a eu le Covid. Ensuite, la guerre d'Ukraine est arrivée avec l'inflation qui a suivi. Puis, ces derniers mois, plutôt un cycle de déflation et de croissance modérée. Et puis, dernier événement en date, la guerre d'Iran il y a maintenant 1 mois et avec une inflation qui repart à la hausse avec des coûts immédiats, des conséquences immédiates par contre sur le coût de l'énergie et puis avec peut-être des conséquences en cascade sur le coût des engrais, le coût de l'aluminium, etc. On a aussi constaté, depuis fin 2025, les PGE qui ont été entièrement remboursés. Donc, c'est vrai que les trésoreries ont été un petit peu moins sollicitées grâce à ces PGE qui ont un petit peu gonflé artificiellement ces trésoreries. Donc, voilà, tout ce contexte fait qu'aujourd'hui, ce qu'on constate au niveau des PME et des ETI, ce sont des marges qui sont sous pression, des stocks qui gonflent, et puis des délais de paiement qui s'allongent. Et puis, pour autant, il faut continuer à payer ses fournisseurs, il faut continuer à payer les salaires, etc. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'optimiser son BFR et de sécuriser sa trésorerie pour sécuriser tout ça et ne pas le subir. Et justement, tu l'as évoqué, tu nous as parlé des délais qui s'allongent et notamment des délais inter-entreprises. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, on a des délais de paiement qui continuent, malheureusement, de s'allonger depuis 2023. Ça a repris encore de manière à la hausse en 2025. Aujourd'hui, les délais de paiement, c'est environ 55 jours, là où c'était 48 jours en 2023, donc plus 3 jours. Donc, à côté de ces délais de paiement qui s'allongent, il y a aussi des retards de paiement qui ne cessent de croître, des retards de paiement qui sont aujourd'hui pratiquement à 14 jours en 2025, là où ils étaient à 11 en 2023. Donc, on voit que, malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens et ça a des conséquences immédiates, en fait, sur les entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que certaines entreprises meurent en bonne santé parce qu'il y a eu des retards de paiement ou des défauts de paiement. En France, en 2024, c'était 15 milliards de trésorerie en déficit à cause de ces retards de paiement. Et 25% des faillites d'entreprises sont directement la conséquence de ces impayés.
Donc un gros enjeu sur ces impayés et sur ces retards. C'est une somme colossale, hein. Donc voilà, une fois encore, voilà, je pense que ça va être le maître mot de cette émission, c'est anticiper pour trouver des solutions et ne pas être en subie sur ces sujets-là. Et justement, alors sur ce crédit interentreprise, qui le porte? Est-ce qu'il s'agit prioritairement des banques ou les entreprises elles-mêmes? Alors, le crédit interentreprise, peut-être pour le rappeler, hein, c'est les délais consentis entre le client et le fournisseur pour leur paiement. Donc, on pourrait penser que c'est un sujet plutôt qui appartient aux banques, et pourtant, seulement 25% de ces crédits court terme interentreprises sont portés par des solutions bancaires. Donc, ce qui signifie que ce sont les entreprises qui portent en très grande majorité, en fait, ce sujet, et donc ça la pèse sur leur trésorerie, et puis c'est subi et surtout pas sécurisé. En fait, en France, c'est 700 milliards d'euros d'encours de court terme, seulement 300 milliards est porté par les banques. Donc, ce qui signifie qu'il faut essayer d'aider les entreprises parce que c'est un vrai enjeu pour elles. Et je pense que là, les banques sont là pour apporter des solutions, pour fluidifier le sujet, pour le sécuriser, pour proposer des financements flexibles, souples. Voilà, tous ces sujets qui vont permettre aux entreprises de continuer à investir parce que tant que leur cash est concentré pour les sujets de paiement court terme, c'est autant de liquidités qu'elles ne peuvent pas mettre pour investir et se développer. Donc voilà, donc tout ça, c'est un tout. Il faut structurer sur son bilan et son financement pour pouvoir continuer à se développer et à investir. Très bien, merci beaucoup Delphine pour cet éclairage et cette mise en perspective. Je vais rentrer dans le pratico-pratique avec vous, Amalia. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de Nani Industrie ? Merci de m'avoir invité et d'avoir l'opportunité de participer à cette table ronde. Nani Industrie, c'est Nani, un groupe qui existe depuis 1952, donc ça fait quand même un peu de temps. Et nous avons donc le savoir-faire de équiper et produire de l'énergie sur les bateaux. Donc, que ce soit de la thermique, que ce soit de la électrique, que ce soit par des groupes électrogènes ou de batteries. Donc, c'est vraiment un métier, je vais dire un métier d'homme, parce que c'est un métier technique, mais c'est un métier qui se situe dans la partie, on va dire, manufacturière, production et conception de systèmes de propulsion et production d'énergie. Nous sommes un groupe donc familial depuis toujours. Donc j'ai la chance d'avoir mes deux fils, mon mari à côté de moi dans la gestion courante. On est un groupe sur l'Italie et sur la France, puisque je rappelle que Nani est né en Italie en 1952. Et qu'aujourd'hui, on a lancé un investissement important sur l'Italie pour la production des groupes électrogènes de plus grande taille jusqu'à 900 kilowatts. Je pense, sur les kilowatts, je suis un peu nulle, mais... Donc, France, 100 personnes situées à La Teste, Nani, et Italie, 25-28 personnes qui sont situées à Rome. Donc, c'est un très bel projet, très beau projet. Une entreprise et nous allons donc équiper bateaux de toute taille, que ce soit plaisance ou commercial. Nouvel projet, par exemple, sur de la comment dire, propulsion hybride ou bien combustion dual fuel, ça veut dire gasoil et méthanol, par exemple. Donc, on est lancé sur différents projets. On fait partie des innovations. On vient de faire un accord avec EODEV qui produit, donc c'est une start-up française qui a pris beaucoup de place et qui nous accompagne parce qu'on a fait un accord de développement sur justement l'adaptation des systèmes à bord, que ce soit batterie et production d'énergie. Sur tout genre de bateau, même commercial et militaire et plaisance. Tant que la plaisance aujourd'hui est un peu à la masse, on va dire la petite plaisance. Par contre, les nouveaux marchés qu'on a pris en Italie, c'est très intéressant parce que c'est les super et méga yachts et sur ça, on livre beaucoup de groupes électrogènes. D'ailleurs, la raison pourquoi on va monter cette production sur des volumes de, on va dire, 150 à 200 par an, c'est qui est très intéressant parce que c'est des gros systèmes. Donc voilà,
On est sur le bateau. Une très belle activité, donc une maison familiale créée en 1952 et en 2023, vous avez vécu une année record en termes d'activité. Donc comment vous avez géré le pic de mobilisation de votre trésorerie en 2023 ? Eh ben, en anticipation, puisque finalement en 2020, on sait l'histoire, on va pas y revenir dessus. J'ai un peu quelque part pensé en avance et j'ai un peu rempli nos stocks de matière puisqu'en ce moment, à cette période, il y avait beaucoup de problèmes avec les fermetures d'usines et justement les lockdowns. Donc, on a rempli un peu plus et c'est qui nous a apporté en 2023 la possibilité de livrer les clients et on était pratiquement les seuls à avoir la dispo. Donc, on a pris beaucoup de marchés, ça a été une année super. Après, ça c'est un peu régularisé parce que quelque part c'était le boom après Covid, donc c'était normal. Aujourd'hui, on maintient en une situation de intéressante et on attend justement la prochaine surprise qui va venir, je pense bientôt, parce que on a travaillé beaucoup sur nouveaux clients, nouveaux marchés, donc on a pris pas mal de place et on se prépare et on organise la base pour pouvoir faire le saut quand il sera le temps. Le moment venu, donc de l'anticipation qui vous a permis justement d'être prêt à la sortie du Covid et de pouvoir répondre à votre carnet de commandes. Quels sont les postes les plus impactants et les postes indispensables au fonctionnement de votre activité ? Il faut savoir quand même qu'Enani, c'est une société complète puisque vous avez de la conception jusqu'à la distribution. Donc, on a quand même tous les postes sont stratégiques puisque en début c'est la conception de systèmes et ensuite c'est le test, les validations et la mise en production et ensuite la distribution vente. Donc c'est ce qui est très important, c'est d'avoir une coordination et une harmonie dans les gens et dans le groupe et dans les systèmes pour pouvoir justement suivre toutes les étapes et ne pas louper un morceau. Parce que si vous concevez quelque chose parfaitement, vous aurez pas de problème à la fin. Si vous avez un défaut, forcément, il y a un problème après sur le service après-vente. Donc, c'est ce qui est très important compte tenu des clients, c'est qu'il faut faire la satisfaction. Il faut que ça soit, je veux pas dire parfait, mais il faut se concentrer pour que ça fonctionne correctement. Et donc, il n'y a pas vraiment un endroit, sachant que quelque part, les opérations, c'est la clé de la réussite, mais les ventes et les commandes aussi. Donc, je pense que c'est un ensemble, c'est une machine, c'est comme un horloge. Vous n'avez pas une pièce qui est plus importante que l'autre, puisque l'horloge doit marcher parfaitement pour tenir le temps. Très bien. Est-ce que parfois, dans le cadre de votre activité, vous êtes obligé de procéder à des arbitrages, notamment ce qui peut concerner les matières premières ou toutes sortes d'arbitrages ? On va dire que l'arbitrage, c'est tous les jours parce qu'on a toujours à décider. C'est ce qui est bien en ce moment pour moi, c'est que pendant toute ma vie, j'ai dû un peu arbitrer toute seule. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me confronter avec un groupe déjà avec mes 2 enfants qui sont dans les opérations et on a créé un comité de direction qui est très bien aussi avec justement le DAF, direction d'opération, bureau d'études et vente commerciale, marketing et service après-vente et informatique puisque l'informatique est rentrée dans le CODIR puisque c'est quand même un endroit, c'est un poste clé aujourd'hui la digital. On a fait beaucoup d'investissements sur le digital. Et donc tout ça c'est bien parce que nos CODIR nous permettent aussi de nous confronter et de donner l'avis et à la fin la décision revient toujours à moi effectivement, mais je suis pas seule dans la réflexion et c'est important. C'est important de pouvoir être challengé des décisions clés et des arbitrages stratégiques. Alors, justement, stratégiquement, est-ce que vous diriez qu'une bonne gestion du cycle d'exploitation peut représenter un avantage compétitif pour une ETI ? Complètement. Donc, comme je vous disais, les opérations, c'est la clé. Opération, ça veut dire achat, supply, production et jusqu'à arriver à mettre le produit sur la vente.
Et je veux dire une autre chose, cette année, notre challenge, c'est de gagner encore de quelques petits points en valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, on la crée justement dans les opérations et en amont. Et c'est important parce que la valeur ajoutée fait la différence. Un point sur la valeur ajoutée, ça change tout dans la vie d'une entreprise et dans la trésor, justement. Vous créez de la trésor. Merci, Madame Festa. Alors, je me tourne justement vers vous, Fabien, pour le côté, la vision du financier. Qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien de DAF dans ce contexte économique très contraint? Alors, beaucoup de choses ont changé. Si on devait en retenir une, c'est une vigilance accrue sur nos fournisseurs. Non seulement leur santé financière, mais également leur capacité à nous fournir. Puisqu'on l'a vu avec le Covid, les délais s'étaient allongés. Donc il fallait sécuriser l'approvisionnement. Donc le choix a été fait stratégiquement d'augmenter les stocks de manière conséquente. Et forcément, tout cela a un coût et cela se finance. Et on a dû se retourner vers nos partenaires financiers pour qu'ils nous accompagnent à ce moment-là. Précisément. Côté stratégie, le sujet, vous diriez que c'est plutôt une trésorerie que vous gérez au jour le jour ou avec de la visibilité à 3-6 mois? Alors on anticipe toujours, comme on l'a vu en préambule, on fournit toujours des éléments de prévision à nos banquiers et on le gère également au jour le jour et au mois. On est très vigilant sur notre CAF, la capacité d'autofinancement. On demande aussi à nos partenaires financiers de la flexibilité, puisque on leur donne bien sûr des prévisions, mais avec tous les changements que l'on connaît, on souhaite de leur part aussi un peu de flexibilité et que les décisions soient prises aussi rapidement. Donc vous attendez de la flexibilité de la part de votre banquier qui l'entend ici présent sur le plateau avec nous. Dans la chaîne de vos parties prenantes, est-ce que vous observez plus de fragilité chez les fournisseurs et comment vous mettez en place de la vigilance en fait justement? Alors on avait l'habitude, grâce aux assureurs crédit, d'avoir de l'information sur nos clients. Oui. On l'utilise maintenant aussi avec nos fournisseurs, parce que les fournisseurs sont un point clé justement pour fournir notre chaîne de production et pour répondre aux demandes de nos clients. Donc on utilise aussi maintenant l'assureur crédit pour avoir cette information qui est clé. Donc c'est l'assurance crédit, c'est votre indicateur d'alerte sur lequel vous vous appuyez au quotidien pour voir les fournisseurs ou les clients. Toutes vos parties prenantes. Absolument. Très bien. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour être en zone de confort dans l'activité de votre métier au quotidien? Alors, zone de confort, c'est un bien grand mot, mais on peut l'améliorer. Initialement, comme beaucoup de sociétés, on avait des garanties via les assureurs crédit pour vérifier la solidité financière de nos clients. Ça, c'était pour les encaissements. On a également besoin de liquidité pour couvrir les décalages entre les encaissements clients qui s'allongent et les décaissements aux fournisseurs avec une pression importante des fournisseurs sur les paiements. Donc, on met en place, en plus de la facturage classique, du reverse factoring pour le paiement de nos fournisseurs. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, la facturage inversé. Est-ce que vous diriez, Fabien, que la maîtrise de votre cycle d'exploitation vous permet de ne pas empiéter sur les priorisations du reste de votre activité? Voilà, l'importance pour une entreprise, c'est d'anticiper, de pouvoir investir à long terme. Donc, trouver les liquidités pour notre BFR, c'est essentiel, justement, pour pas empiéter sur nos besoins à long terme. Merci, Fabien. Merci, Séverine. Amalia, je reviens vers vous. Si vous deviez donner un conseil à un dirigeant qui se reconnaît dans cette situation de dirigeant d'ETI, quel serait-il? C'est une question importante. C'est de garder le cap, et être très pragmatique dans l'analyse et dans les actions. Moi, je pense que les plus importants conseils, c'est de anticiper toujours. Si on y arrive, c'est toujours bien. Ça permet quand même de prendre de l'avance sur certaines actions. Et en ce moment, justement, ce que je disais, c'est un moment assez compliqué. On est un peu épuisé après toutes ces années où on a été mis à dure épreuve et il semble que c'est pas fini encore. On est encore sous pression.
Donc, c'est ce qui est important, c'est de maintenir la lucidité et avoir toujours confiance et garder le cap. Donc, c'est résister le plus possible et dans des moments un peu plus compliqués, peut-être s'appuyer avec quelqu'un et partager, mais jamais lâcher. Donc, c'est vraiment une endurance, on va dire, une période qui nous apprend à voir les choses différemment et à prendre un peu aussi de recul certaines fois, et quand on est dans des moments où on ne sait pas où aller, alors là, vraiment, mon conseil, c'est de ne pas aller. De s'arrêter un moment. Même s'il semble impossible, hein, parce qu'il y a des moments où vous avez des gens qui vous disent, mais non, mais je peux pas, je ne peux pas ne pas faire. Oui, je n'ai pas dit de ne pas faire, je dis juste de respirer et de prendre un peu de recul pour mieux prendre la bonne direction. Merci beaucoup, Madame Festa. Alors, je me tourne vers toi, Sabrina. Toi, tu es experte en cycle d'exploitation chez Arkea Bank. Quand une PME ou une ETI vient te voir, en gros, quelle est la problématique la plus fréquente que tu rencontres ? Alors, la problématique la plus fréquente, c'est vraiment le décalage de trésorerie, puisqu'on a la plupart des entreprises en fait qui doivent financer leur activité avant même d'avoir encaissé les ventes. Donc, ce décalage de trésorerie, de fait, il est principalement lié au cycle d'exploitation. Il repose sur 3 tensions principales. On les a abordées, mais si on revient un petit peu dessus, il y a d'abord cet allongement des délais de paiement, qui est la tension la plus forte, puisque c'est une pression commerciale qui est forte pour nos clients. Ensuite, la deuxième tension, c'est vraiment parfois des déséquilibres dans les relations fournisseurs, et c'est d'autant plus vrai pour les PME et les ETI qui, elles, payent souvent plus tôt qu'elles ne sont payées parce qu'elles ont un pouvoir de négociation qui est plus faible. Donc, de fait, ça vient fragiliser la trésorerie. Et la troisième tension, c'est vraiment sur les stocks. On l'a déjà abordé, mais finalement, la stratégie ou la gestion des stocks, elle va avoir un impact direct sur cette trésorerie, puisque si une entreprise comme Nani Industries l'a fait, effectivement, a une stratégie de préserver, enfin de sécuriser sa production et donc d'avoir une réserve de stock, ça va mécaniquement avoir un impact sur la trésorerie. Mais à l'inverse, si on est aussi en gestion plutôt, je dirais, en gestion par à-coup de stock, là, effectivement, il y a un risque de rupture et donc un risque de perte de chiffre d'affaires. Donc finalement, on voit bien que là, plus qu'un enjeu de BFR, c'est vraiment l'enjeu se porte vraiment sur la capacité de l'entreprise à transformer son chiffre d'affaires en liquidité. Et nous, on voit beaucoup d'entreprises, de PME, ETI qui font du chiffre, qui sont performantes, qui sont rentables, mais qui manquent de cash. Et là où je rejoins effectivement Madame Festa et ce que disait Delphine aussi, c'est que nous, ce qu'on voit vraiment sur le terrain, c'est que finalement, la tension n'est pas liée à la performance, mais est vraiment lié à un manque d'anticipation. Et ce manque d'anticipation peut générer une rupture de liquidité qui vient vraiment fragiliser le fonctionnement de l'entreprise et mettre à mal la compétitivité. Merci Sabrina. Donc on l'a vu aussi dans les échanges tout à l'heure, les besoins des PME et des ETI en matière de financement de leur cycle d'exploitation sont très largement identifiés, des solutions existent, mais pourtant, on remarque un déficit d'accompagnement en la matière. On le disait, elle porte à 75% les crédits interentreprises. Est-ce que toi, tu saurais expliquer cette situation ? Alors, je parlerai pas forcément de déficit d'accompagnement parce que les solutions, elles existent et elles sont utilisées par les entreprises. Il y a des lignes de crédit court terme, des découverts qui sont des outils efficaces pour pouvoir absorber ces tensions. Le véritable enjeu pour moi aujourd'hui, il est vraiment plutôt dans l'adéquation et la simplicité des usages de ces solutions. On va avoir des entreprises qui ont face à elles des solutions comme la facturage qu'elles vont considérer comme étant parfois trop complexes, trop coûteuses, avec un mode de fonctionnement qui est assez peu lisible. Donc, elles vont se tourner vers des solutions qu'elles connaissent, mais qui ne sont pas forcément adaptées à leur cas d'usage et à leurs besoins. Donc, aujourd'hui, on est moins dans un sujet d'existence de solutions plutôt que d'appropriation. Comment faire pour rendre ces solutions plus simples, puisqu'on a face à nous des directions financières, des directions générales qui n'ont pas le temps de naviguer dans des schémas qui sont trop complexes. Donc, comment faire pour les rendre plus simples, plus accessibles et les intégrer dans une logique de pilotage au quotidien de cette liquidité pour vraiment ne pas être en réponse et en réaction à une tension. Et là, on voit aujourd'hui qu'on a des évolutions et qu'il y a des solutions qui émergent sur le marché avec une approche plus globale et plus inclusive dans la réalité opérationnelle des PME et ETI.
Alors, cette question du financement du cycle d'exploitation, elle n'est pas nouvelle, hein, elle existe et c'était une préoccupation chez Arkea Bank et c'est redevenu une préoccupation majeure du côté des banquiers. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Arkea Bank sur le sujet ? Alors oui, complètement, Séverine. Effectivement, ce sujet du cycle d'exploitation, on l'a toujours abordé chez ABEI. En T 2022, de manière un peu moins forte, puisque c'était moins prégnant chez nos clients et qu'on était face à un contexte de liquidité qui était abondante à la fois sur le marché, chez nos clients, et puis un contexte de taux qui était favorable. Donc finalement, nos financements, on les fléchait peut-être un petit peu moins sur le cycle d'exploitation. Aujourd'hui, on voit que c'est un sujet très stratégique pour nos clients. Donc, nous, on s'est aussi organisé pour s'adapter et pour apporter les bonnes réponses à nos clients PME, ETI via 2 volets. Le premier volet, c'est l'expertise, et puis on a également un volet offre. Sur l'expertise, on a dimensionné une équipe d'experts dédiée au trade et au cycle d'exploitation pour être en réponse et en accompagnement fort auprès de nos clients, pour jouer cette carte de la proximité qui nous est chère chez ABEI. Cette proximité, elle prend d'autant plus de sens sur le sujet du cycle d'exploitation puisque c'est un sujet assez technique et que finalement, il est aussi très spécifique à chaque entreprise. Donc, il est quand même nécessaire de connaître comment fonctionnent les flux, les délais de paiement, quelles sont les contraintes sectorielles, vraiment comprendre toute l'organisation de la chaîne de valeur. Et ces experts vont vraiment arriver en passerelle entre ces besoins, cette réalité opérationnelle de nos clients et les solutions de financement que l'on va mettre en place, les solutions de financement qu'on essaye de faire le plus sur mesure possible pour nos clients. Ça, c'est le volet expertise. Et sur le volet offre, on a voulu muscler notre accompagnement, notre dispositif, étoffer notre catalogue d'offres. Et donc, on vient de lancer, il y a tout juste un mois, une nouvelle offre qui s'appelle Trésea et qui est une offre de financement court terme adossée à des cessions de créances, mais le tout en dématérialisé, en s'appuyant sur notre plateforme partenaire Piteas. Alors, quand tu dis dématérialisé, là, on est sur une solution full digitale avec Trésea ? Complètement. La solution elle est totalement digitale, dans un parcours intégré et entièrement fluide pour le client, de la sélection et de la cession de sa facture au flux de déblocage, au flux de déblocage et de remboursement de la ligne de crédit, puisqu'en fait tout est intégré. Et pour le client, on est sur un parcours optimisé au maximum, ce qui lui permet lui de ne mobiliser qu'à hauteur de ce dont il a besoin, en fonction de la saisonnalité de son activité, et ainsi d'optimiser ses charges financières. Ce que tu nous as expliqué aussi, c'est que Trésea s'appuie sur une plateforme avec un sujet qui nous est très cher autour de cette table, c'est celui de la mise en place de la facturation électronique. On n'oublie pas l'échéance de septembre 2026. Est-ce que tout le monde est prêt ? On ne sait pas, mais en tout cas, cette plateforme, elle peut répondre aussi à ce besoin dans le cadre de la facturation électronique. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors complètement, effectivement, nous on a choisi de faire de cette contrainte réglementaire une opportunité en offrant à nos clients finalement une brique servicielle qui vient se coller à ces plateformes électroniques de réception et d'émission de factures. Et en fait, avec ce principe d'interconnectibilité entre toutes les plateformes agréées de facturation électronique, finalement notre solution elle vient se plugger et peu importe la plateforme choisie par notre client, il aura la possibilité de venir mobiliser via notre offre Trésea ses factures pour obtenir son financement. Donc un socle technique qui peut aussi servir dans le cadre de la facturation électronique. Complètement. Donc un autre point qui revient souvent et on l'a évoqué, ce sont les délais de paiement. Donc la loi nous prévoit 60 jours, mais dans la réalité, on l'a compris, ça peut être beaucoup plus. Comment une banque peut accompagner vraiment concrètement ses clients dans ces situations de dépassement ou de retard des paiements ? Alors ça, c'est une réalité très concrète pour nos clients. Effectivement, ces retards de paiement, on l'a déjà abordé, il y a un vrai sujet sur ça. La problématique, elle est pas tant sur les délais de paiement que sur l'imprévisibilité et la variabilité finalement du moment où le client final va payer son fournisseur, ce qui va créer finalement une absence de visibilité et une difficulté dans le pilotage au quotidien. Donc il y a des solutions très simples qui vont exister d'une part avec des découverts ou des lignes de crédit court terme qui vont permettre d'absorber ces à-coups. Et après, on a aussi des solutions qui vont permettre de mobiliser, d'anticiper les paiements des factures pour ne pas subir ces délais de paiement. Et puis en parallèle, on peut, comme le disait Monsieur Martineau, on peut également mobiliser de l'assurance crédit pour venir sécuriser ce poste client. Le tout, finalement, c'est d'avoir le bon accompagnement pour pouvoir combiner ces 3 leviers et pouvoir un peu piloter en distinguant bien ce qui est du décalage de trésorerie de ce qui est du risque d'impayé. Alors justement, je reviens vers vous, Fabien.
Vous avez bénéficié de cet accompagnement du sur-mesure. Qu'est-ce qui a été mis en place justement pour les financements court terme, ce dont vous aviez besoin, et comment Arkea vous a accompagné sur ce point? Alors, on utilisait déjà des outils d'avance en devise avec d'autres partenaires financiers. On parlait depuis un certain temps avec Arkea de solutions de reverse factoring. Et donc, ils ont créé cette ligne Extend sur la plateforme PTAS. La force de cette ligne, c'est qu'elle est entièrement digitalisée. Ça, c'est un point fort parce qu'elle est très simple d'accès, avec un visuel très agréable et performant. Et je voudrais aussi souligner le fait que on a toujours la même personne chez PTAS dès que l'on a un problème qui nous répond immédiatement. Donc ça, c'est quand même très sécurisant pour le client. Oui, d'avoir un point de contact. Voilà, et en outre, cette ligne extrême, voilà, au-delà de la facilité, de la simplicité, il y a beaucoup de flexibilité aussi. Voilà. C'est un point important. Ce que vous attendiez de votre banquier, de la facilité, et vous l'avez trouvé avec Extend. C'est formidable. Alors Delphine, je reviens vers toi. Si tu devrais résumer, qu'est-ce qui fait la différence entre avoir du financement et avoir un cycle d'exploitation piloté? Avoir un cycle d'exploitation piloté, c'est pouvoir anticiper et en fait avoir une vraie stratégie pour gérer sa trésorerie et son cycle d'exploitation et effectivement ne pas subir tous les aléas dont on vient de parler ce matin. Ce qui est important, je pense effectivement, c'est de s'appuyer sur les établissements bancaires pour avoir les bons conseils et les bons accompagnements, pour tout simplement fluidifier ses flux clients, avoir des encaissements plus rapides et surtout éviter les défauts de paiement. Donc tout ça, ça se fait évidemment par de la personnalisation, on en a parlé à l'instant. Je pense qu'il faut vraiment adapter sa structure financière et sa stratégie de cycle d'exploitation par rapport à son activité, à ses besoins. Et donc là, nous, on est là pour ça, pour accompagner avoir le meilleur conseil et puis proposer la meilleure solution. Du sur-mesure. Du sur-mesure. Je regarde le chat pour savoir si nous avons des remontées questions et j'ai peut-être une question pour toi justement, Delphine. Pourquoi les banques ne financent-elles pas davantage les PME et les ETI? On finance pas? Alors, moi, je vais nuancer quand même le propos. Bien sûr, on les finance. C'est ce qu'on vient de se dire ce matin. Alors, on regrette que, justement, les PME et les ETI ne s'appuient pas suffisamment, en tous les cas pour les encours inter-entreprises sur les établissements de crédit, mais on les finance. Peut-être juste un exemple sur ce que fait Crédit Mutuel Arkea. En 2025, on a injecté 15 milliards d'euros de crédit dans l'économie réelle, donc à travers toutes les solutions de financement court terme et moyen long terme pour aussi financer les investissements. Donc, parmi ces 15 milliards, plus d'un tiers a été consacré au financement des professionnels et des entreprises. Donc, les banques financent les entreprises, donc PME, ETI et TPE également. Pour moi, le sujet, il est plutôt par rapport à la nature du besoin. Et là, on revient vraiment sur l'identification du besoin par rapport à l'activité de chacun, par rapport aux problématiques propres de l'entreprise. Et c'est là où on doit, nous aussi, s'adapter pour offrir justement de la flexibilité, de la souplesse et répondre au cas par cas et monter vraiment un plan de structuration du financement propre et adapté à chaque entreprise. Très bien, merci beaucoup Delphine. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez. J'ai une autre question peut-être sur les délais de paiement. Donc, pour toi Sabrina, je pense, pourquoi les délais de paiement restent un problème majeur? Parce qu'en fait, c'est un sujet structurel et finalement qui est lié vraiment au fonctionnement de la chaîne de valeur. En fait, déjà, il peut y avoir un déséquilibre entre les grands donneurs d'ordre et puis les PME ETI avec un rapport de force qui peut effectivement jouer en faveur des donneurs d'ordre. Chaque entreprise va chercher à optimiser sa trésorerie finalement. Et donc, ça peut créer des décalages dans les parties prenantes de cette trésorerie. Mais on a des solutions qui permettent quand même d'essayer de rééquilibrer un peu tout ça avec, effectivement, on l'a vu, du reverse factoring où finalement, c'est redonner aussi de la responsabilité aux donneurs d'ordre pour qu'ils prennent compte aussi des conséquences que cela peut avoir sur leur chaîne de valeur dont ils ont besoin pour leur fonctionnement d'activité. Et donc, en finançant finalement cette chaîne d'approvisionnement, on va réussir à rééquilibrer tout ça. Donc, il y a structurellement, effectivement, un déséquilibre qui existe, mais des solutions qu'on peut effectivement apporter pour pouvoir donner un petit peu plus d'aisance et de souffle à l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de valeur. Très bien, merci beaucoup.
Je n'ai pas l'impression que nous ayons d'autres questions. Donc, je me permets à chacune et chacun d'entre vous de vous poser la question du mot de la fin, un conseil pour les auditeurs qui nous regardent aujourd'hui. Amalia, le conseil le plus important, d'une manière générale, que vous adresseriez soit à un dirigeant, soit à la personne que vous rencontrez demain, quel est selon vous le conseil le plus important ? C'est ce que je viens de dire. Avoir du courage. Ouais. Déjà, ne pas lâcher, poursuivre et avoir de la résistance dans le chemin, parce que c'est un chemin on connaît pas du tout le temps. On sait que c'est pas facile, mais ça vaut le coup parce qu'on est vraiment dans un moment de changement tellement important globalement. C'est une opportunité pour moi très très importante pour les jeunes et donc il faut vraiment qu'ils y arrivent à apprendre et cette période c'est une période un peu magique parce que ça va quand même mettre tout le monde sous pression et à l'épreuve. Et donc pour les jeunes, il faut vraiment qu'ils sortent le meilleur qu'ils ont, qu'ils laisser tomber tout ce que c'est de schéma mental ou des peurs ou n'importe. Il faut pas penser à ça. Il faut être beaucoup plus dans la communication. Donc peut-être le digital c'est très important, les réseaux c'est très important, l'intelligence artificielle aussi. Mais si je dois donner un conseil aux jeunes, et j'adore justement donner et j'aime les jeunes, c'est de se prendre en main et de se découvrir, puisque il y a beaucoup de trésors qui sont cachés et il faut vraiment avoir le courage de se lancer. Avoir le courage de se lancer et de saisir les opportunités. Oui, et l'humbleté. Donc il faut vraiment, la première chose à faire, c'est laisser tomber tout ce que c'est orgueil et toutes ces choses-là. Et voilà, c'est sortir le meilleur de soi. Ça part de l'humbleté et de la prise de conscience. Très bien, merci beaucoup. Fabien, un conseil pour nos auditeurs, l'indicateur ou le réflexe à garder en tête? Alors, au-delà des indicateurs qui nous entourent tous les jours, et les tableaux de bord, moi je préfère la communication. Communiquer de manière hebdomadaire avec nos partenaires financiers, donner de la visibilité et en retour avoir des solutions. Voilà. Donc la communication est essentielle en finance. Autant que les indicateurs que vous suivez, scrutez au quotidien. Plus que les indicateurs. Plus que les indicateurs. La communication. Merci beaucoup Fabien. Sabrina, le premier pas du diagnostic. C'est tout simplement regarder concrètement comment et quand les flux de trésorerie entrent et sortent de l'entreprise. Et c'est tout l'enjeu de l'accompagnement qui va permettre de transformer ce diagnostic en solution concrète. Très bien, merci Sabrina. Et le mot de la fin pour toi Delphine, ce que tu recommanderais d'activer dès maintenant? Faire, comme je l'ai dit, un audit et préparer une stratégie pour vraiment adapter son besoin. Déjà prendre conscience de ce dont on a besoin, de ce dont l'entreprise a besoin pour gérer son cycle d'exploitation. Et puis, c'est vrai que le sujet de la communication est important et de l'écoute aussi pour le banquier. Voilà, on a entendu les besoins de nos clients et donc à nous de nous adapter aussi et d'adapter nos offres. Et c'est ce qu'on essaye de faire quotidiennement chez Arkea pour répondre à tous les besoins nouveaux ou à venir en tous les cas de nos clients et être au plus près d'eux pour les accompagner à travers cette période qui est ma foi très complexe, mais on est là pour ça. Voilà, une période très complexe mais pleine d'opportunités. Je voulais vous remercier tous les quatre pour votre présence à nos côtés aujourd'hui sur la thématique du financement du cycle d'exploitation. Et je remercie également les auditeurs derrière leurs écrans d'avoir assisté à cette émission. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez bénéficier d'un diagnostic flash mis en place par notre équipe d'experts, vous l'aurez compris, vous pouvez vous manifester dans le chat et nous reviendrons vers vous pour une prise de contact. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle émission du Sens du terrain, en direct avec nos auditeurs sur une nouvelle thématique pratico-pratique. Et en attendant, je vous invite à vous abonner à notre page LinkedIn entreprise d'Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle pour ne rien manquer de notre actualité, de nos produits et de nos prises de parole. À très bientôt. Merci à tous.